La violence policière, c'est le grand sujet politique du moment. On l'a vu aux États-Unis avec l'affaire George Floyd, cet Afro-Américain assassiné par un policier blanc. On l'a vu en France également avec l'affaire Adama Traoré et le rassemblement organisé mardi 2 juin par le comité Justice pour Adama qui a réuni 40 000 personnes devant le tribunal de Paris, ce qui en fait le plus grand rassemblement historique contre les violences policières. En France, justement, pas une semaine ne se passe sans qu'une affaire de violence policière ne fasse l'actualité. Le 25 mai dernier, un adolescent de 14 ans a été grièvement blessé par des policiers à Bondy, le jeune ayant été frappé par des coups de pied au visage qui lui ont occasionné des blessures graves. Un peu plus tôt, au mois de mai, on se souvient aussi de ces images à Paris où un Égyptien a dû plonger dans la Seine pour échapper à une interpellation policière dans laquelle on a pu entendre un agent de police dire, je cite, « Un bico, ça ne nage pas ». À Marseille, 3 CRS risquent jusqu'à 4 ans de prison pour avoir interpellé violemment et séquestré un homme durant le confinement. Même chose à Strasbourg, où fin mars, des policiers ont interpellé un acheteur de cannabis et se sont mis à le frapper en réunion à coups de pied au visage. L'IGPN a été saisi. Alors comment en est-on arrivé là? Comment expliquer cette violence de l'institution policière et l'impunité dont elle semble jouir? Et surtout, question essentielle, quelle solution politique pour mettre un terme à cette impunité? Pour en discuter sur Muzin TV, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Yasser Louati. Alors Yasser, vous êtes le fondateur du comité Justice et Liberté pour tous, le CJL. Vous êtes un militant engagé sur la question des droits de l'homme, sur plusieurs thématiques, par exemple la question du racisme, l'islamophobie, les violences sexistes, les inégalités en général, des sujets sur lesquels vous avez réalisé certaines enquêtes d'ailleurs. Alors en guise d'introduction, et merci d'avoir accepté notre invitation Yasser. Merci à vous. J'ai envie de vous demander si le phénomène de violence policière aux États-Unis, on l'a vu avec l'affaire George Floyd, et la violence policière en France, est-ce que ce phénomène est similaire et comparable? Alors, déjà, c'est vrai qu'il faut mettre les choses en perspective et rappeler certaines évidences. La France n'est pas les États-Unis. Leur histoire est différente. Néanmoins, l'organisation politique, la République en France et les États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, en règle générale, se font sur des processus historiques qui leur sont propres. Néanmoins, l'existence d'une police ne s'est jamais faite historiquement pour protéger les faibles et les pauvres, pour protéger ceux qui sont au pouvoir, les riches et les puissants. C'est toujours comme ça qu'une police émerge. Ceux qui sont au pouvoir, sachant qu'ils sont une minorité, mettent en place une police pour justement protéger leur commerce, protéger la propriété et surtout protéger le régime en place. La police française et la police américaine ne sont pas différentes, même si elles sont organisées différemment. Néanmoins, en ce qui concerne la France, on voit que l'histoire tend, je n'ai pas envie de dire à se répéter, mais tend à faire écho avec ce qui se passe aux États-Unis. Alors, pour commencer, on va déjà pointer du doigt les journalistes français qui ne voient le racisme qu'aux États-Unis et qui ne le voient pas ici en France. On va pointer du doigt aussi le fait que même Charlie Hebdo a publié une une avec une caricature qui n'est pas cette fois irrespectueuse ou raciste de George Floyd et le genou du policier blanc sur son cou et qui titre « Nous demandons l'égalité ». Alors, il y a un moment, il faut dire stop. Quand les policières ont lieu en France, vous critiquez les victimes, voire vous déshumanisez la victime en faisant croire, par son parcours, qu'il soit fautif ou pas, qu'en gros, la mort était méritée. Et donc, aujourd'hui, en France, ce qui est en train de se passer, c'est que les violences policières ne sont pas une série d'événements isolés, mais c'est un système. Vous voyez? Parce que qu'est-ce que vous tapez? Aïe!
Bouge-toi, bouge-toi. Allez, mettez mes nerfs. C'est déjà une doctrine déjà du maintien de l'ordre, un rapport politique entre les élites politiques et les populations. Et dans le cas des Noirs et des Arabes, ceux qu'on appelle les musulmans, on voit bien qu'il faut remonter à plusieurs décennies, et c'est ce que je vais faire. Bien sûr que lorsqu'on voit que George Floyd meurt sous, on ne va pas dire les coups, mais sous une prise exercée par un policier blanc, et que littéralement son genou est sur sa nuque, et qu'il implore qu'on le laisse en vie, et pour un homme de 47 ans qui en arrivait à appeler sa mère, qui était déjà morte, on voit qu'il y a une déshumanisation qui a permis à ce policier de croire que le corps de cet homme noir méritait une telle prise et que le fait qu'il implore pour sa vie était littéralement inaudible. Its Attorney General increasing charges to second-degree murder for Derek Chauvin, the officer seen digging his knee into Floyd's neck for nearly 9 minutes. Please, I can't breathe. Mais il fallait déjà avoir un rapport aux autres qui permet ce genre d'agissement. Hier, il y a eu lieu la marche contre les violences policières et pour demander justice pour Adama Traoré. Adama Traoré est mort dans les mêmes circonstances. Trois gendarmes, lui ont écrasé le torse avec les genoux et il a perdu connaissance et en est mort. On voit que déjà les techniques d'immobilisation sont les mêmes. Qu'est-ce qui est similaire aussi? C'est que juste après la mort d'Adama Traoré ou de George Floyd, on a tenté de déshumaniser la victime en ressortant son passé. Or, je vais dire, même si Adama Traoré ou George Floyd était le pire des délinquants, il ne méritait pas la mort. C'est ça qu'il faut garder en tête. Maintenant, vous avez un processus médiatique qui tend à ressortir le passé de la victime pour laisser croire que cette mort était méritée. Vous avez ensuite une expertise officielle qui disculpe les policiers et tend à faire croire que la victime est morte d'un arrêt cardiaque. Adama Traoré, il s'est passé exactement la même chose et George Floyd, on l'a vu la semaine dernière, c'était pareil. Donc, on va revenir sur la France, Yasser. Avant ça, est-ce que vous considérez qu'aux États-Unis, le phénomène des violences policières, la réalité des violences policières, est un phénomène qui est accepté? Parce qu'on voit en France qu'il y a un déni par les institutions, la classe politique, certaines élites médiatiques. Il y a un déni, il y a une volonté de nuancer ce genre de choses. Est-ce qu'aux États-Unis, on ne peut pas considérer, ce serait peut-être une différence, mais je vous pose la question, que cette réalité des violences policières est une réalité qui est acceptée, admise par la classe politique et les institutions policières, même si elle perdure dans les faits? Alors déjà, la police, son historique, c'était, elle est pour la plupart des corps policiers ou des forces, ce qu'on appelle les forces de l'ordre, sont constituées pendant la traite négrière, et a consisté à pourchasser les esclaves fugitifs. Donc il y a déjà le logiciel, si je puis dire, de la suprématie blanche qui tend à maintenir les Noirs en esclavage et pour ceux qui s'enfuient, de les pourchasser ou de les exécuter. Donc déjà, ce passif-là, et on le verra pour la police, le passif raciste, il est ressenti encore aujourd'hui. Maintenant, pour la classe politique américaine, elle n'est pas homogène. Alors bien entendu, il y a plus de ce qu'on appelle en anglais checks and balances ou des contre-pouvoirs chez les Américains qui permettent à des institutions de critiquer je ne sais pas moi, un gouverneur, de critiquer le président, etc. Il y a plus de latitude pour contredire l'élite dirigeante, contrairement à la France. Et on va y revenir et j'insiste là-dessus. Concernant les États-Unis, même s'il y a des critiques verbales qui sont faites, le lobby de la police et du maintien de l'ordre aux États-Unis est extrêmement puissant. Et nous aurions tort d'attendre à ce que des responsables politiques, on l'a même vu par exemple avec Barack Obama, quand les émeutes de Ferguson ont éclaté avec la mort de Mike Brown il y a quelques années, on voit bien que le lobby de la police est capable de faire taire un homme politique, voire de lui faire dire le contraire de ce qu'il pouvait dire en campagne électorale. Je prends l'exemple par exemple de Bill de Blasio, qui est le maire de New York. Il s'est fait élire sur un programme soi-disant progressiste et qu'il fallait mettre un terme aux politiques de discrimination raciale exercées par la police. Or, on voit que Bill de Blasio, il y a 2 jours,
prend la parole étant à disculper un policier qui littéralement a pris sa voiture et a tenté de pénétrer dans la foule. Et c'est filmé, on n'est pas dans une scène où il n'y a pas de témoins. Ça veut dire qu'on a une foule qui s'amasse et qui manifeste suite à la mort de George Floyd. Et vous avez un policier qui accélère et tente de renverser la foule. Que fait Bill de Blasio, dont la femme, je crois, est afro-américaine, dont le fils, déjà, a vécu la violence raciste de la police. Bill de Blasio prend la parole et se tait et se couche en disant qu'il faut comprendre le policier qui était dans une telle situation. Donc, c'est vrai, il y a des institutions qui permettent de le faire. On va avoir des politiciens qui vont décrier la police. On l'a vu, par exemple, avec Gary Booker, qui a pris la parole, je crois, ce matin ou hier soir. On a vu certaines personnalités du parti démocrate se positionner, mais ce sont des critiques qui ne mangent pas de pain, puisqu'il n'y a aucun appel à une réforme profonde de la police, parce que les seules réformes auxquelles la police devait se soumettre, elles étaient superficielles et n'ont abouti à aucun changement. On a vu Eric Garner, en 2014. On a vu combien de femmes afro-américaines tuées dans leur domicile par la police. Oh pardon, on s'est trompé, mais il y a une femme qui est morte entre-temps. Mais encore une fois, elle est rejetée par une partie d'opinion, mais c'est parce qu'une grande partie de la population américaine s'identifie à sa police blanche, majoritairement, et tenue par des institutions où la suprématie blanche est de mise, qu'on l'accepte ou pas. Il n'y a pas encore de réforme structurelle de la police, comme par exemple, et comme on l'entend aujourd'hui aux États-Unis, de couper les budgets de la police. Parce que, et là je vais m'étendre un peu plus au sujet de la police américaine, c'est que non seulement il y avait un logiciel raciste qui a structuré la police depuis l'ère de l'esclavage, et particulièrement après la fin de la guerre de sécession au XIXe siècle, on voit que la police s'est lourdement militarisée, en parallèle que les États-Unis s'étaient lancés dans des campagnes de guerre au Moyen-Orient, et avec ce surplus militaire, c'était un retour de la violence exportée à l'étranger qui était appliquée aux États-Unis. Et les Afro-Américains, aujourd'hui, continuent de vivre la répression d'une Amérique blanche et qui se sent en danger avec la montée des minorités visibles, à savoir les Afro-Américains et les Latinos. Mais il y a des Afro-Américains quand même dans la police aussi, peut-être même des Latinos. Alors, est-ce que c'est un phénomène qui est statistiquement négligeable ou bien est-ce que la police a aujourd'hui le visage, enfin peut-être pas fidèlement, hein, certes, il semblerait qu'il y ait une présence importante de ce qu'on appelle les WASP, mais est-ce que la police est un fief des WASP, hein, donc de ces blancs anglo-saxons protestants, comme on dit, ou bien est-ce que la présence des Afro-Américains ou des Latinos ou des minorités est de plus en plus présente dans les services de police? Alors, il y a toujours eu des Afro-Américains dans la police américaine. Non, je dis toujours, mais bon, j'exagère, on va dire. Depuis le mouvement des droits civiques dans les années 50 et 60, il y a eu une tentative de diversifier. Mais une diversification des visages de la police ne veut pas dire une diversification des pratiques policières et l'arrêt d'une structure qui est profondément raciste. Je vais m'expliquer. Vous avez des villes où le commissaire de police, par exemple, est un Afro-Américain. Mais l'Afro-Américain qui peut être commissaire ou un gradé de la police a besoin de budget. Il a besoin de soutien des politiques. Et si vous avez les budgets qui sont tenus par des Blancs et qui veulent une police qui applique une politique répressive, vous n'aurez pas une police qui est là pour protéger la veuve et l'orphelin, mais toujours une police qui défend le régime en place, et ce régime en place est au bénéfice de ce que vous mentionniez à l'instant, les WASP, White Anglo-Saxon and Protestant. Vous prenez le cas par exemple de Kamala Harris, qui était candidate aux primaires démocrates, femme afro-américaine, qui elle-même dit qu'elle a bénéficié des politiques de déségrégation dans les années 60 et 70, et là, on voit en fait que les mécanismes politiques, eux, sont toujours les mêmes. Kamala Harris, lorsqu'elle était procureure, a contribué à ce qu'on appelle l'incarcération de masse aux États-Unis, qui a ciblé dans l'écrasante majorité une population afro-américaine quand elle était procureure en Californie.
Donc, vous avez des commissaires afro-américains, vous avez des procureurs, mais le fait que vous veniez, vous, avec votre personnalité issue des minorités, vous ne devenez qu'une caution d'un système qui est profondément injuste. Et le système fera en sorte que vous êtes dépendant des budgets, vous êtes dépendant des différents ministères, et vous aurez toujours peur de perdre une élection pour diverses raisons, abstention ou forte mobilisation du camp opposé. J'étais à Saint-Louis l'année dernière, là où justement le mouvement Black Lives Matter a émergé, et on avait une procureure, Kim Gardner, vraiment issue de la société civile, qui était vraiment ambitieuse, une femme extrêmement courageuse, mais elle expliquait comment est-ce que tous les mécanismes étaient mis en place par la municipalité, par le gouverneur du Missouri, pour faire en sorte qu'il y ait un carcan et qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'elle entre dans un jeu de négociation. Et ce jeu de négociation ne peut être remporté que si la masse est profondément mobilisée. Ce que nous voyons aujourd'hui avec les manifestations post-mise à mort de George Floyd peuvent annoncer un début de changement structurel, mais absolument pas parce que des femmes noires ou des hommes noirs occupent des fonctions politiques. C'est comme ici chez nous en France. Vous allez avoir des policiers arabes ou des CRS ou des agents de la BAC issus des populations dites minorités visibles. Et ce n'est pas parce que ces personnes-là entrent dans un corps comme celui-là qu'elles vont le changer. L'entrisme, on sait très bien qu'il atteint ses limites parce que vous entrez avec votre couleur de peau, mais votre couleur de peau ne sert qu'à cautionner un système profondément injuste et vous servez de faire valoir le jour où il y aura, par exemple, la mise à mort d'un jeune arabe ou d'un jeune noir. C'est pour ça qu'on doit vraiment être attentif au symbole. Barack Obama, 2 mandats, n'a pas réformé la police américaine, n'a pas mis en place des mécanismes fédéraux qui auraient pu contraindre le lobby de l'armement et le lobby de la police à travers le pays à baisser d'un ton lorsqu'on parle de répression policière. Alors en France, revenons en France, Yasser, quels sont les facteurs qui expliquent cette violence policière? Est-ce qu'on doit l'attribuer à une fracture raciale, comme on le comprend souvent, puisqu'on parle souvent des violences policières dans les quartiers populaires, en banlieue? On se rappelle qu'une étude avait montré que plus de la moitié des policiers et des gendarmes français avaient voté pour Marine Le Pen. Donc, c'était un indicateur politique fort. Donc, est-ce que c'est une fracture raciale ou bien est-ce que c'est un problème institutionnel qu'on attribuerait par exemple à un problème de formation des agents de police, c'est-à-dire une déficience flagrante de la formation des policiers qui ne géreraient pas du tout les situations dans les interpellations et qui succomberaient à la violence du fait d'un manque de formation. Comment vous analysez cette violence? Alors, c'est un peu tout ça et un peu autre chose. Déjà, pour commencer, quand on dit qu'il y a une fracture, il faudrait déjà qu'il y ait un corps commun. Or, les Noirs et les Arabes en France, historiquement, n'ont pas fait partie du roman national, ne font pas partie de l'identité nationale et ont toujours été perçus comme une menace pour l'identité nationale, la sécurité nationale et l'économie nationale. Donc, il y a toujours eu un rejet de ces populations-là. L'histoire le prouve. On va pas revenir à l'ère coloniale, l'implication de la France dans la traite négrière, le néocolonialisme et les politiques discriminatoires qui sont à tous les niveaux en France. Le travail, l'école, l'accès aux soins, les transports, etc. Maintenant, cette police, encore une fois, je reviens à ce que je disais précédemment, c'est qu'elle est née pour protéger un régime. Et ce que peu de gens mentionnent, c'est que, et c'est une question que je vais poser aux auditeurs, pour commencer, on ne célèbre jamais la naissance de la Ve République. Pourquoi? Parce que la Ve République est née d'un coup d'État mené à la faveur du général de Gaulle. La Constitution de 1958 n'a jamais été une constitution et pour laquelle il y a eu une constituante, etc. Non, il y a jamais eu. C'était une constitution rédigée sur mesure pour le général de Gaulle et permettre son retour. Donc déjà, on a une république qui est née d'un péché majeur, pour tenir un vocabulaire de cet ordre-là. Maintenant, qu'en est-il de la police? Est-ce que les gens ont une idée de quand est née la police? La police française est née en 1941. Qui était au pouvoir en France en 1941? C'est le régime de Vichy.
Donc comment est-ce qu'on peut avoir une république née pendant l'ère coloniale, une rédaction de constitution faite dans le dos du peuple en France métropolitaine, et alors que les sujets indigènes se faisaient massacrer par milliers. Et que juste avant que naisse la République, que je nomme et je l'assume parfaitement, une République coloniale, toutes les constitutions de la République française ont été rédigées alors que la France prenait part au commerce triangulaire, ou en tout cas la période esclavagiste. De l'autre côté, l'ère coloniale, ça veut dire qu'à aucun moment la France était libre de pratiques racistes aussi bien sur son sol que dans les colonies. Avant de naître, la police française avait été imaginée par le maréchal Pétain. Et c'est un décret du 14 août 1941 qui a créé la police nationale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Quels ont été les premiers accomplissements de la police? Est-ce que ça a été de libérer la France? Est-ce que ça a été de torpiller les réseaux SS? Non, c'était d'avoir pour secrétaire général un certain René Bousquet qui rendait des comptes directement au chef des SS en France. Et quelle a été la première ambition de René Bousquet? Lui-même, il le reconnaît, on peut retrouver ses prises de parole. Il disait au chef des SS, la police est capable de rendre des grands services. Et quel a été ce grand service? La déportation de plus de 1640 juifs. C'était ça les premiers accomplissements de la police française. Alors comment cet héritage, parce que vous avez resitué historiquement la fondation. Alors la police existait avant 1940. Vous voulez dire que la police nationale moderne. Exactement, la police nationale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a eu des restructurations, il y a eu des nouveaux corps qui ont été intégrés, des nouveaux corps qui sont nés, mais la police nationale, tout comme la Ve République, ne fête jamais sa naissance. Parce qu'il y a la honte d'être né, encore une fois, d'un péché mortel. Le péché de la collaboration avec les nazis. Alors bien sûr, la raison pour laquelle je mentionne, parce qu'elle aurait très bien pu naître sous Pétain, et avoir évolué pour devenir une grande police républicaine, soucieuse des droits humains et des minorités, des droits... Non, il n'y a rien de tout ça. Pourquoi? Parce qu'après 1945, il n'y a pas eu de purge. Maurice Papon, quand il était, je crois, secrétaire général de la préfecture de Gironde, n'a pas été limogé. Pourquoi? Vous vous rappelez de 1961? Qui était le préfet de police le 17 octobre 1961? Maurice Papon. Maurice Papon était un antisémite convaincu et qui a passé son temps à gravir les échelons et à être transféré de services coloniaux en Algérie à police antisémite. Mais aujourd'hui, ce personnel, il n'existe plus. Je pose la question, je vous pose la question. Aujourd'hui, dans les institutions policières, la préfecture de police le personnel qui était présent pendant la guerre d'Algérie ou voire même pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'existe plus avec le vieillissement. Il n'y a pas un renouvellement des effectifs policiers? Alors bien sûr, il y aurait pu y avoir un renouvellement, mais on sait qu'en France, le renouvellement des élites est extrêmement long. Et on sait que les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont pas émergé depuis les rangs de la population pour devenir des élus avec une assise populaire. Ils sont toujours cooptés par les personnes en place. Et la raison pour laquelle j'insiste sur la jeunesse de la police nationale, quand on sait que le renouvellement des élites françaises se fait via un processus extrêmement long de cooptation, on ne va pas nous faire croire que la police qui n'a pas été purgée en 1945, qui a gardé Maurice Papon en 1961, qui a tué entre 200 et 300 personnes le 17 octobre 1961 sans que personne ne rende compte, qui a tué près de 100 personnes en mai 1967 en Guadeloupe, qui a commis ce qu'elle a commis, mais bon, excusez-moi, à côté, mai 68, c'était pour moi de la pacotille. Quand on sait que la police, dans les années 70-80, plus d'une quinzaine de jeunes maghrébins étaient assassinés par la police, des officiers de police pour qui, et je reprends les propos de l'un d'entre eux, pour qui la guerre d'Algérie n'était pas finie. Et qu'après avoir servi dans les troupes coloniales pour massacrer les Algériens, ils sont rentrés
en France et beaucoup des anciens pieds noirs ont intégré les corps de la police nationale et ont continué cette guerre avec des crimes racistes commis par des policiers. Je ne dis pas par des voyous, je dis par des policiers. On avance, 1980, les crimes policiers continuent et les populations issues des anciennes colonies commencent à marcher en octobre-décembre 1983 pour dire « nous existons politiquement ». Alors, pas de purge, perpétuation des crimes, de l'antisémitisme au colonialisme, au racisme contemporain, aucune remise en question, il n'y a pas eu de purge, il n'y a pas eu de purge dans les années 70-80 pour dire il faut qu'on arrête l'intégration des anciens soldats d'Algérie parce qu'ils sont littéralement en train de continuer une guerre qui n'existe plus. Vous avez les années 80 et 90, et pour ma génération à moi qui a grandi dans les années 90, on a connu les violences policières avant Internet et avant les réseaux sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, et je vais reprendre une parole de Will Smith qui a fait un buzz avant-hier, le racisme, il n'est pas pire qu'avant, il est juste filmé. Ouais. Et donc aujourd'hui, quand on parle de la police, vous citiez à l'instant l'étude qui montrait que 52% des policiers avaient voté Marine Le Pen. On sait très bien que la police est toujours défendue par les partis de droite et d'extrême droite. Lorsqu'il y avait des attentats islamophobes préparés en 2019, qui, Dieu merci, qui ont échoué grâce à l'intervention des services de renseignement, il y avait qui dedans? Il y avait des gendarmes, il y avait des policiers, il y avait des gradés. Donc on ne peut pas dire, on ne peut pas continuer avec un déni en disant police républicaine, etc. Non, on voit bien que les banlieues françaises ont servi de laboratoire de la répression pendant une quarantaine d'années, qu'il y a eu des crimes de masse commis par la police dans les années 50, 60 et surtout pendant Vichy. Et à aucun moment on fait le bilan et on se dit stop, il faut reprendre. On tend à nous faire croire qu'il faut accorder le bénéfice du doute. Autre point qui pose problème, et ça c'est typique de la Ve République, en tout cas de la République telle que nous la vivons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas une culture de ce qu'on appelle en anglais accountability, que les corps élus qui ont des responsabilités rendent des comptes. On n'a pas une tradition de transparence. Et ce qu'on appelle l'IGPN ou la police des polices, c'est d'anciens policiers qui enquêtent sur leurs propres collègues. Et donc, on n'a pas une IGPN qui, à la rigueur, pourrait être un corps constitué de magistrats, et bien sûr d'anciens policiers, il faut qu'ils soient représentés, et de citoyens, et que lorsque la police transgresse, il y a à un moment un corps indépendant qui dit « stop ». Il faut que ces personnes-là soient mises devant leurs responsabilités et traînées devant la justice pour qu'ils rendent des comptes. Ça n'existe pas. Donc il y a un déni, il y a des faits, il n'y a aucun mécanisme pour qu'elles rendent des comptes. On arrête de se moquer du monde. Alors Yasser, vous rappeliez le background historique qui n'est pas très reluisant sur la guerre d'Algérie, Vichy avec les Juifs. Et donc, cette espèce de continuité, si je comprends bien, dans la perception des populations afro-maghrébines, des Français d'origine afro-maghrébine. D'origine africaine tout court. Pardon ? D'origine africaine tout court. Oui, bien sûr. Mais on a vu aussi, pendant le mouvement des Gilets jaunes, on a vu la répression violente de la police contre les Gilets jaunes. Et finalement, on voyait bien que cette question de la répression et de la violence n'était pas seulement un traitement réservé aux quartiers populaires et aux habitants de banlieue, pour le dire comme ça, mais que c'était aussi un modus operandi, un mode opératoire de la police qui, d'une certaine manière, ça a été interprété souvent comme ça, protégeait les institutions, quelles que soient les contestations. Donc, du coup, est-ce que cette perception de la violence policière, elle ne change pas d'une certaine manière, elle ne déborde pas le cadre qui est réel, mais est-ce qu'elle ne déborde pas le cadre simplement racial, néocolonial que vous décriviez? Alors, je vais prendre l'image d'un cancer. Vous avez un corps et vous remarquez quelque chose qui commence à pousser, on va dire, quelque part. Et vous pouvez vous dire, c'est un bouton. Mais ça persiste. Ah, ça commence à noircir. Et là, on vous dit, c'est un cancer. Bah, vous avez le choix. Vous pouvez prendre les choses en amont et immédiatement chercher un traitement pour au moins contenir, si ce n'est retirer la tumeur. Ou bien vous
entrez dans une phase de déni, et une fois que le cancer s'est généralisé, vous appelez à l'aide. Alors, je ne cache pas que j'ai une sympathie pour le mouvement des Gilets jaunes, pour ses revendications, mais je n'ai aucune espèce de sympathie pour le silence de bien des manifestants aujourd'hui, qui étaient silencieux pendant 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, il y a moins de 3 ans, avec l'état d'urgence et les violences policières commises contre les musulmans. Parce que beaucoup se sont sentis à l'abri tant que la police tapait sur les Noirs et les Arabes. Beaucoup se sont dit « Ah, mais ces populations-là, elles sont problématiques. La police a sûrement raison. » Pour ne pas avoir à s'impliquer et à se dire « Mais quelque chose ne va pas. » On n'a pas vu des syndicats monter au créneau quand les banlieues étaient vraiment à feu et à sang par la police. Où était la gauche en 2005, quand Ziad Bouna sont morts? Alors ça, c'est la gauche, hein, parce que les Gilets jaunes, c'est un mouvement populaire qui vient quand même de la base, même s'il y a aussi des alors, justement, alors oui. Je vais citer l'une d'entre eux, qui a pris la parole. Vous dites bien que ça ne m'a pas échappé. On vous demande pardon. C'est vrai que quand on voyait ce qui se passait en banlieue, on ne se sentait pas concerné, mais en fait, on voit bien que les violences policières sont réelles. Ça veut dire que les corps des Noirs et des Arabes n'étaient pas assez humains pour mériter une quelconque attention. Mais maintenant que cette violence-là s'abat sur vous et vos enfants, là, la violence policière doit être dénoncée. Pourquoi? À aucun moment, les gens se sont dit « Mais cette police, elle tape sur nos voisins, elle tape sur les camarades de classe de mon gamin. » Non. Tout le monde s'est senti à l'abri, bien sûr par couardise, c'est humain, ça arrive à tout le monde, personne n'en est exempté. Mais surtout parce que beaucoup se sont identifiés à cette population-là et que beaucoup avaient déjà un passif personnel avec ces populations noires et arabes. Je ne dis pas que tous les blancs sont racistes. Jamais de la vie je dirais ça. Je dis seulement qu'il y avait un processus de déni d'un côté et quelque part d'acceptation de cette violence tant qu'elle ne nous concernait pas. Voilà, c'est peut-être ça, je pense, enfin, c'est peut-être davantage un manque de conscientisation parce qu'on a vu que le collectif Justice pour Adama justement avait participé, avait rejoint en intégrant à l'ordre du jour dans certains rassemblements, certaines manifestations, la question des violences policières. Donc ça, c'était déjà un trait d'union qui était fait contre les militants. Et je pense que c'est quelque chose qui était intéressant à observer d'ailleurs. Alors, là, c'est une question problématique et qui est sujette à débat. Pour commencer, le comité Adama a rejoint effectivement le mouvement des Gilets jaunes, mais ce ne sont pas tous les comités de soutien en famille de violences policières qui les ont rejoints. Et encore moins les quartiers populaires ou les banlieues. C'est un comité qui a décidé qu'il fallait rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Pour y intégrer la thématique des violences policières, pour qu'elle soit justement présente. Oui, mais alors là, il faut comprendre les ressorts historiques. Oui, c'est vrai, vous intégrez les violences policières seulement aujourd'hui quand elles vous tapent dessus. Mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mal aujourd'hui qu'il va toujours prendre en considération la douleur des autres. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi est-ce que les violences policières n'ont jamais posé problème ou n'étaient jamais sur la table dans les années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, et je continue. C'est qu'il y a un moment, il faut traiter l'humain comme un être humain, avec ses qualités et avec ses défauts. Et aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes dénonce à juste titre les violences policières, mais je ne suis pas convaincu. J'ai commencé à militer en 1995, j'étais encore adolescent. Je n'ai pas la mémoire courte, ou assez courte pour me dire, parce qu'ils se sont concernés aujourd'hui, demain ils continueront de l'être. Parce que historiquement, on sait que les mouvements sociaux à l'échelle nationale accueillent les Noirs et les Arabes pour remplir les manifestations, mais à le moment venu où il faut négocier avec l'État et exiger des concessions, la question du racisme et des violences policières et des quartiers populaires sont mises de côté. Parce qu'on se dit, on ne va pas sacrifier une chance de négocier pour ces Noirs et ces Arabes. Parce que ce n'est pas, il faut que ce soit l'intégration des violences policières, il faut qu'elle soit profonde et structurelle, et non pas seulement conjoncturelle, parce que le groupe dominant est aujourd'hui assiégé par la police à laquelle il pouvait, oui ou non, s'identifier. C'est pour ça que j'insiste sur la question mémorielle, parce qu'il ne faut pas oublier ce que nos prédécesseurs ont enduré dans les années 80-90. Je préside certes le CJL, mais le CJL n'invente rien du tout. Il continue ce qui a été fait avant. Et s'inscrivant dans la continuité de ce qui a été fait avant, les leçons d'avant
doivent être retenus. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir alliance dans des mouvements sociaux si toutes les composantes ne sont pas égales les unes aux autres. J'avais un échange récemment avec un militant syndical et confirmé ce que nous ressentions beaucoup, c'est que la question du racisme et des violences policières dans les organisations dites de gauche ou les mouvements sociaux est toujours cosmétique. C'est pas propre à la France, c'est pareil au Royaume-Uni, que je connais assez bien, ou les États-Unis. Il n'y a rien qui change. Donc c'est pour ça que quand la population majoritaire ou ceux qui s'identifient au groupe majoritaire pensent qu'ils sont à l'abri d'une injustice parce qu'elle cible les autres, et parce qu'ils pensent que l'État crée un précédent en adoptant des lois d'exception et que ces lois d'exception s'appliqueront seulement aux minorités, vous vous tirez une balle dans le pied, si je puis dire. Pourquoi ? Ce n'est plus une question de est-ce que cette violence va me cibler ? La question devient quand est-ce que cette violence va me cibler ? Ce que les musulmans ont vécu en 2015-2016 avec l'état d'urgence, peu de sont sentis concernés. Et après les musulmans, les mesures de l'état d'urgence ont été appliquées à qui ? Aux syndicalistes, aux écologistes, aux anarchistes et aux organisations blanches. Sauf que moi qui étais sur le terrain, j'exigeais de la gauche qu'elle accepte la notion même d'islamophobie. On avait des débats à n'en pas finir parce qu'ils ne voulaient pas mentionner la question islamophobe. C'est pour ça que c'est toujours une question de comment est-ce que les gens s'identifient les uns aux autres. Alors, on va peut-être essayer de réfléchir aux solutions politiques, car il faut bien envisager des solutions politiques pour mettre fin à cette impunité qui aujourd'hui, cette impunité par rapport aux violences policières, qu'aujourd'hui personne ne peut nier, car effectivement le nombre de témoignages, de vidéos, d'images sont accablants, sont une réalité qu'on ne peut plus nier. Alors, donc, quelles sont les solutions politiques ? Est-ce qu'une réforme de la police est envisageable ? Est-ce qu'il faut miser sur le tout judiciaire, c'est-à-dire investir en masse des actions en justice pour espérer obtenir des condamnations ? Quelles sont les possibilités qui s'offrent pour trouver une solution à ce problème ? Alors, comme tout programme de changement structurel, il n'y a pas qu'un levier à actionner. Il y a tout ce que vous mentionniez, le juridique, une réforme, mais il n'y aura pas de réforme sans rapport de force. Il faut que vos auditeurs se rendent compte qu'il ne faut pas être naïf. Déjà, la Ve République est un régime extrêmement affaibli. Je crois que 24 révisions constitutionnelles, et on voit bien qu'à chaque fois, l'exécutif prend le dessus sur le reste des appareils de pouvoir, la justice et le corps législatif. Déjà, il y a un problème de gouvernance à la Ve République. On sait que ce régime-là est invivable, je parle même à court terme. La raison pour laquelle le régime Macron est à 2000% derrière sa police, parce que le dernier rempart entre le régime et le peuple, c'est la police. Et la police, sachant que le gouvernement est affaibli et qu'elle est le seul rempart, elle monnaie son soutien. Et donc, toutes les demandes de la police sont entendues. Dans de très rares cas, on a des policiers qui sont dans l'accusation, surtout quand c'est flagrant, mais vous voyez bien que toutes les vidéos de violences policières n'ont pas abouti à une mise à pied des policiers et à leur exclusion jusqu'à ce qu'ils soient jugés. Absolument pas. Alors, déjà, il faut que les premiers concernés continuent de se mobiliser. Et là, j'insiste sur les rapports de solidarité. On ne peut plus se contenter d'avoir un comité de soutien aux victimes de violences policières qui émerge après chaque assassinat ou de mise à mort. Il faut bannir le terme bavure ou dérapage. Non, c'est un système de violence raciste. Il faut que les collectifs de soutien aux familles ou qui se constituent après les victimes se coordonnent. J'ai mis une critique, ces collectifs-là, ne travaillent pas assez ensemble. Et on n'a pas une coordination, un réseau, formel ou informel, qui justement permet à des collectifs de se soutenir, de partager des ressources, qu'elles soient, je sais pas moi, politiques, médiatiques, financières, d'expertise, etc. Ça, on ne le voit pas. Donc, il y a une atomisation. Le risque qu'on a, c'est qu'on va continuer d'aller d'épisode tragique en épisode tragique sans avoir fait le lien avec tous ces épisodes. Qu'est-ce qui empêche cette coordination des acteurs militants, des organisations
mobilisés sur la question des violences policières? Est-ce que c'est des stratégies divergentes? Est-ce que c'est des conflits de personnes? Ou est-ce que c'est des difficultés à se structurer soi-même déjà? Parce que c'est quand même un affrontement, c'est une question qui est lourde, affronter des institutions, des préfets, une classe politique, des juges. Donc c'est pas évident. Donc comment vous expliquez ce manque de coordination entre les différents acteurs militants? Si on regarde ce qui se passe sur le terrain, on voit qu'il y a beaucoup de rivalités, de conflits de personnes, des courses à la visibilité. Je pense notamment, par exemple, il y a beaucoup de médias, on va dire, locaux ou communautaires qui donnent une plateforme à des comités de soutien aux victimes. Dès que ces comités de soutien aux victimes ont accès aux médias mainstream, finissent par négliger ces petits médias. Et en retour, ces petits médias ont du mal à se développer parce qu'ils passent leur temps à faire la courte échelle et il n'y a rien qui est renvoyé pour qu'ils puissent gagner en envergure et on va dire en autorité médiatique. C'est un énorme problème, ça. L'autre problème, c'est bien sûr les rivalités. Il suffit de se rendre sur le terrain pour voir que tel collectif est en bisbille avec un autre, etc. Maintenant, ça, je veux dire, je ne peux pas parler à leur place. Il faut qu'à un moment, bon, le CJN... Aux États-Unis, c'est pareil? Aux États-Unis, c'est pareil? Oh, c'est strictement pareil. Strictement pareil. Je suis en lien avec les cofondateurs de Black Lives Matter et c'est les mêmes dynamiques. Des fois, certains vont avoir accès à des financements, donc il y a des groupes qui se constituent, et puis chacun, on diverge sur comment utiliser ces fonds, on va diverger sur le discours à adopter, puis certains vont être cooptés par les grandes structures type Parti démocrate, et puis une fois qu'ils sont cooptés, il faut jouer le jeu des institutions, on ne peut plus être sans compromis, radical, etc. Il faut jouer le jeu et commencer à tempérer un peu son discours. Il y a beaucoup de dynamiques qui font que toute cette énergie qui émerge lorsqu'un crime a lieu et qu'une dynamique s'enclenche, malheureusement, on atteint certains paliers qui semblent être pour le moment pas dépassables. L'événement d'hier devant le TGI de Paris peut, je l'espère, annoncer quelque chose de nouveau. Et c'est extrêmement nécessaire. L'autre point, c'est d'exiger, encore une fois, s'il y a des mobilisations suffisamment puissantes, qu'il y ait un corps de contrôle et de régulation de la police qui soit autonome. L'IGPN est une farce. Il faut arrêter de croire que parce que l'IGPN a été saisi, qu'on a une chance de voir les policiers systématiquement mis en cause lorsqu'ils commettent des crimes ou des délits. L'autre point, c'est qu'on ne peut pas s'inscrire sur une démarche qui tend à imposer un palier, dire on s'arrête à la réforme de la police. Non, c'est toute la République qui est moribonde. Et on verra que ce régime politique qui est aux abois aujourd'hui, parce que on a affaibli la justice avec un système de répression qui la contourne, on a affaibli le Parlement avec l'organisation des élections. On a vu que maintenant, les élections législatives ont lieu après la présidentielle, ce qui assure systématiquement une majorité parlementaire au gouvernement en place. Et donc, il n'y a plus de contre-pouvoir face à l'exécutif. Et là, c'est pour ça que ces mobilisations-là, il faut qu'on garde en tête que le droit est politique. Oui. Si les gens ne s'inscrivent pas dans un rapport de force politique en mobilisant toutes les ressources nécessaires et en se positionnant comme ceci n'est pas suffisant, il faut aller bien au-delà, je crains malheureusement que on ait des petites mesurettes pour satisfaire l'opinion publique, comme on le voit de temps en temps, mais que profondément, la police demeure ce qu'elle est, avec un agenda de droite, voire d'extrême droite, qui continue à appliquer ce que l'extrême droite prône sur le terrain. Et malheureusement, on continuera de voir des quartiers populaires, des banlieues, et aujourd'hui maintenant des classes populaires blanches, être traités comme les ennemis, non pas de la République pour le coup, mais des ennemis du régime qui est en place. Mais alors, ce sera peut-être ma dernière question, Yasser. Comment transformer cet essai? Parce qu'on voit bien qu'il y a un problème de débouché politique. Parce que hier, je le rappelais, le rassemblement organisé par le Comité Justice pour Adama, qui faisait aussi un rassemblement en solidarité aux proches, à la famille de George Floyd aux États-Unis. C'était pas seulement pour la France. On voit bien, il y a eu 40 000 personnes. C'est le rassemblement le plus important en France historiquement contre les violences policières. Il y avait une population qui était extrêmement métissée. On voyait vraiment une diversité dans ceux qui avaient fait le déplacement.
Maintenant, la question se pose. Donc, c'est une réussite politique. Ce rassemblement est une réussite politique. On a vu une médiatisation sur certains médias qui a focalisé seulement à travers les images sur ce qui s'est passé en marge du rassemblement autour de 21h20 avec quelques casseurs, en occultant totalement ce qui s'était passé avant. Donc on voit bien, Donc on voit bien la dimension politique de ce traitement médiatique. Mais la question se pose pour les militants, comment trouver un débouché politique avec un rassemblement pareil, puisque les acteurs politiques existants aujourd'hui ne semblent pas du tout réceptifs à cette problématique-là. On connaît le fossé qu'il existe aujourd'hui entre la jeunesse quartier populaire et la gauche qui est moribonde d'ailleurs, qui n'existe plus en réalité, mis à part peut-être Mélenchon, mais on pourra en discuter. Ouais, donc, je répète, quel est le débouché politique pour des actions d'envergure telles qu'on a pu le voir hier? Alors, déjà, c'est que ce n'est que mon avis, et après il est basé sur un certain regard, c'est que déjà, il ne faut pas que ce qui a été fait hier soit restreint au cas Adama Traoré. Parce que ce qui risque de se passer, pour ne pas avoir une remise en question de la structuration de la police et de son organisation, on pourrait donner quelques gages au sujet de l'affaire Adama Traoré sans que les autres affaires ne soient éclaircies et n'obtiennent justice. Et ça pourrait créer un schisme entre, encore une fois, les différents collectifs. Maintenant, est-ce qu'il faut compter sur les partis politiques? Pas seulement, mais il faut surtout refuser d'être récupérés et que des membres de ces collectifs-là appartiennent aussi à des partis politiques. Pourquoi? Ça voudrait dire que ces partis politiques, on peut les nommer, France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste, pour ne citer qu'eux, peuvent avoir via leur base d'adhérents des personnes qui appartiennent à ces collectifs et qui font prendre des virages à ces collectifs pour qu'ils s'alignent, que leur agenda s'aligne avec les agendas des partis politiques. Et donc là, des risques majeurs sont pris et ça peut faire s'essouffler le mouvement. Donc l'autonomie des collectifs est une chose, mais il faut surtout que ces collectifs se structurent pour se tenir, pour avoir une espèce de une coordination qui fait que ce n'est pas un cas qui est défendu, mais tous les cas où cette violence policière a prouvé qu'elle était néfaste, non seulement pour ce qu'on appelle la République française, encore une fois la République coloniale, mais surtout pour le tissu et la cohésion nationale. Encore une fois, je sais que c'est extrêmement difficile quand on porte soi-même le combat pour un proche qui est mort, mais il faut garder en tête que ce levier politique s'essouffle le jour où on le limite à une seule cause. Or, les violences policières, malheureusement, ne se sont pas seulement exprimées ou ne se sont pas seulement abattues sur Adama Traoré, paix à son âme, mais sur Amin Bentounsi, Babacar Gaye, Malik Oussekine, pour ne nommer que ces personnes-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait une dynamique collective. Est-ce que les collectifs en sont capables? Absolument. Il ne faudrait surtout pas croire que ces collectifs en sont incapables. Maintenant, il y a le potentiel et les capacités et les réalités politiques. Il faut vraiment que ces collectifs continuent à pousser pour aller au-delà des particularismes de telle ou telle question. L'autre point, c'est d'agir comme levier de pression sur les élus. Localement, vous voulez dire? Localement, exactement. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle nationale, c'est très compliqué de mobiliser. Par contre, localement, allez voir son député. Je rappelle que, me concernant, je suis déjà poursuivi en justice par Julien Audoul, exactement pour ça, parce que j'ai demandé aux membres de sa circonscription de lui rendre visite et d'exiger des comptes pour ses prises de position publiques. Il est parti chouiner dans les réseaux sociaux en disant que c'était un appel à la violence parce que j'offrais de couvrir les frais d'avocat s'il y avait un problème. Or, quand on connaît la violence de l'extrême droite, on ne peut que s'attendre à ce que ça déborde et auquel cas, pour ne pas décourager les personnes qui demandent des comptes à leurs élus, il faut leur dire, n'ayez pas peur, on vous soutient si ça ne marche pas. Et donc, cette pression exercée sur les élus locaux qui ont une plateforme
nationale est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'un sentiment d'impunité a fini par grandir chez les élus qui pensent qu'on peut aller courtiser l'électorat noir, arabe, musulman dans les associations et les mosquées. Une fois qu'on est élu, on passe à l'Assemblée et on vote des lois contre les mêmes personnes qui nous ont portés au pouvoir. Et c'est pour ça que les médias autonomes, Mizan et parmi d'autres, le CJL n'est pas un média, mais nous faisons des enquêtes en tant que ONG, doivent exposer ce que ces élus-là commettent comme trahison vis-à-vis de leur propre circonscription. Et bien sûr, tout cela ne peut pas se faire isolé de l'autre. Il faut vraiment que tous les leviers soient actionnés de manière coordonnée et surtout dans une approche, je ne vais pas dire jusqu'au boutiste, mais qui requiert des changements structurels, parce que sinon on va revenir encore en arrière. On donne des bribes à un comité, d'accord, et on recommence avec les autres. Je résume votre intervention. Les solutions politiques, entre guillemets, ce serait de favoriser une coordination entre les différentes organisations militantes pour mettre des ressources en commun. Ce serait via des comités locaux de faire remonter aux partis, à certains partis de gauche qui peuvent être proches de ces thématiques, faire remonter ces préoccupations pour obtenir un changement au niveau national. C'est faire pression localement sur les maires, les députés. Voilà, donc c'est un certain nombre de propositions ou de pistes de réflexion que vous proposez. Voilà, je vous remercie beaucoup, Yasser Louati, d'avoir participé à cet échange qui était important. On aura certainement l'occasion de rediscuter de cette question des violences policières. Et d'ici là, j'espère avoir le plaisir de vous recevoir à nouveau également sur d'autres thématiques sur lesquelles vous intervenez. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, Yasser. Je remercie notre public et je vous dis à très bientôt sur Mizan TV.